Céline, s'il y a bien quelque chose dans la vie qui est pénible, c'est de ne pas dormir. Et de vivre ça avec nos enfants, c'est grave, là, quotidiennement. Comment on peut aider nos enfants qui n'arrivent pas à dormir? C'est difficile pour les parents, oui, mais imaginez pour l'enfant. Lui aussi. Alors, lui, ça influence sur son développement, ça influence sur son comportement dans le jour, etc. Okay. Alors, comment on peut vivre ça au quotidien? Alors, c'est un peu différent chez l'enfant autiste de chez l'enfant ordinaire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, OK? Ça va être utile pour tout le monde. Alors, on va le regarder en 2-3 dimensions. D'accord. Premièrement, il y a toutes les habitudes de sommeil, la routine de sommeil, comment l'enfant s'endort, qu'est-ce qui se passe quand il se réveille la nuit. OK? Alors, tout ça va avoir une dimension particulière chez l'enfant autiste, parce que pour lui, c'est plus difficile de comprendre les indices temporels. Donc, le souper vient de finir, c'est le temps de se préparer à aller se coucher, etc. On prend notre bain. Alors, tous ces indices-là dont on se sert, les repas, le bain, il y a beaucoup plus de difficultés à les décoder que l'enfant qui n'a pas de problématique. OK. Alors, comment on peut installer ça? Donc, on va devoir insister davantage et être encore plus structuré. OK. Avec des activités qu'il aime, comme de raison, puis être attentif à quand est-ce que l'enfant est fatigué. Parce qu'un enfant qui est trop fatigué devient agité. Donc, on veut commencer notre routine et le préparer au coucher avant qu'il soit trop agité. Donc, il faut être très observateur. Oui. OK. Et là, on va l'observer et on va instaurer des habitudes. La plupart des parents ont déjà essayé toutes sortes de choses. OK? Merci. Et souvent, ça n'a pas fonctionné. Oui. Et là, nous, on va leur répéter les mêmes choses. Puis là, ça marche? Non. Ah. On va leur répéter les mêmes choses, mais on va les accompagner là-dedans. Ah, OK. Alors là, ils vont pouvoir persévérer, puis on va être avec eux pour les aider à persévérer. Persévérance. Persévérance, OK? Alors, pour l'enfant autiste, on va mettre en place ces routines-là en assumant qu'il n'y a pas... C'est pas aussi facile pour lui de voir les indices temporels. OK. L'enfant autiste a, de par nature, beaucoup plus de difficultés à se réguler. OK? On le voit par les crises, on le voit par les difficultés avec le comportement. Donc, c'est d'autant plus difficile pour lui de s'apaiser le soir et de dire « je m'endors, je suis fatigué ». OK? Alors, ça vient jouer aussi. On essaye de mettre en place la routine, mais parallèlement, OK? Quand on est rendu avec la consultation médicale pour le trouble de sommeil, on va observer d'autres choses aussi. Comme quoi? Alors, la routine, on va prendre en considération qu'en plus de toutes ces habitudes-là et l'association que l'enfant va faire pour s'endormir, parce qu'un des gros secrets des troubles de sommeil, c'est dans quelles conditions l'enfant s'est endormi. Est-ce qu'il s'est endormi en allaitant? Est-ce qu'il s'est endormi au biberon? Est-ce qu'il s'est endormi dans les bras d'un parent ou couché avec un parent? La façon dont il s'est couché et endormi va être ce qui va devoir être reproduit la nuit pour qu'il puisse se rendormir tout seul. OK. Alors, un des problèmes à comprendre. L'enfant autiste est très sensoriel, donc tous les petits bruits, toutes les petites variations vont le déranger. On enlève beaucoup tout ça plus. de la chambre. Alors, on va enlever tout ça. OK? Mais comme on sait que l'enfant autiste a de l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité, donc on va avoir des choses qui vont avoir plus d'effet. Ça peut être digestion? Ça peut être respiration. Alors, les grands ennemis, OK? Typiques, la respiration. Est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il a de la misère à respirer? Est-ce qu'il est congestionné? Est-ce qu'il arrête de respirer? Le reflux gastro-œsophagien, qui fait tout un débat, mais qui est souvent présent chez l'enfant autiste de façon très sournoise et qui va venir créer un petit inconfort, qui probablement ne créerait pas un inconfort chez un autre enfant, mais qui chez cet enfant-là va créer un inconfort qui va venir contribuer à déranger un sommeil qui est déjà pas bien installé. Il y a aussi la constipation, qui est très fréquente chez ces enfants-là et qui... Non, ça n'empêche pas de dormir, mais ça vient contribuer à un inconfort qui va déranger un sommeil. Chez un enfant pour qui, développemental et neurologiquement, c'est difficile de s'établir et de maturer un beau cycle. Il y a tout ça à prendre en considération. Alors, on a tous ces ennemis-là à prendre en considération. Alors, on commence avec la routine et parallèlement, on fait notre bilan des facteurs médicaux et physiques qui peuvent venir intervenir dans le sommeil. Puis en dernier, j'imagine, c'est de trouver des solutions?
Bien, avec ça, on fait déjà un bon bout de chemin. Oui. On va voir des solutions comme une couverture lourde, un bruit ambiant, un bruit sourd dans la pièce, un bruit blanc, il y en a plein sur Internet, qui va faire que ça va couper les bruits de la maison. Alors, l'enfant va moins être dérangé par une auto qui passe dans la rue, par un bruit qui se passe dans la maison, et ça va aider à diminuer les réveils. Il y a aussi des façons de les aider à se détendre. Il y a des parents qui vont faire des massages, qui ont des pressions profondes, parce qu'on sait que ces enfants-là ne sentent pas bien leur corps. Donc, quand ils se couchent, au lieu de sentir comme nous, « Ah, je me détends », c'est comme s'ils flottaient dans les airs. Ah oui. Alors, on va tout faire pour leur donner l'occasion de se déposer. D'être déposés puis de se détendre. On va aussi regarder est-ce qu'il y a d'autres pathologies du sommeil. OK? Alors, il y a certaines pathologies du sommeil qu'on va rencontrer chez ces enfants-là, comme chez les autres. Alors, il peut faire de l'apnée du sommeil, cet enfant-là. Possible. OK? Ça se peut qu'il y ait des grosses amygdales et ça se peut qu'il y ait besoin d'une chirurgie ou ça se peut qu'il y ait besoin de traitements médicaux pour aider ça. Et ça se peut que lui, ça le dérange plus qu'un autre enfant. OK? Ça se peut qu'il y ait des mouvements des jambes sans repos, qu'il y ait un sommeil agité. Et ça, on le voit souvent associé quand les réserves de fer sont trop basses. Et ces enfants-là, on sait qu'ils sont assez sélectifs et leur diète n'est pas ce qu'il y a de plus fort en fer. Donc, ça aussi, ça va être un facteur sur lequel on va vouloir travailler. Et s'il y avait des choses à ne pas faire avec nos enfants pour juste avant qu'ils aillent au lit, ce serait quoi? Bon, alors, on a pas les écrans. OK? Alors, les écrans téléphone, télévision, tablette, etc., émettent une lumière à prédominance bleue. OK? La longueur d'onde bleue, c'est celle qui vient inhiber la mélatonine du cerveau de la façon la plus exemplaire. OK, donc, alors, pas d'écran. Pas d'écran, pas de bleu. Il y a aussi ce qui est difficile dans la vie de famille, parce qu'on arrive le soir, papa arrive un peu plus tard, et là, on joue avec papa. OK? On a du bon temps, on s'amuse, on court, on crie, on fait toutes sortes de choses. Là, on devient super excité et, oups, on a de la misère à s'endormir. Papa? Et on rentre le bain dans la routine et ça va servir de moment déclencheur pour calmer. Et des fois, on a besoin de s'aider avec une petite médication. Alors, on y va très précautionneusement, on fait attention, on y va avec des petites doses et on regarde. Parce que de demander aux parents de dire « Vous allez coucher votre enfant, vous allez faire une belle routine, vous allez coucher dans son lit pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul. » Quand on sait qu'il pleure pendant 3 heures de temps, il faut quand même s'aider un petit peu. Alors, des fois, on a besoin de s'aider avec une petite médication pour aider les enfants à développer un bon rythme de sommeil. Un bon sommeil. Bien, merci. Bonne nuit.